Laurent, Roland, Tonekes, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Vous allez bien ce matin? Ça peut aller. Vous avez une petite mine. Un peu de fatigue. Vous avez mal dormi? J'ai dormi. Vous avez un peu trop célébré peut-être? Non, pas célébré. Avec le coup du marteau? Non, mais je n'ai pas célébré. C'est vrai que je suis content pour la Côte d'Ivoire, content pour le Nigeria. Je crois que, au-delà de tout, je ne suis pas à Abidjan pour célébrer. La presse parle ce matin, puisque vous abordez le sujet d'une finale 100% ouest-africaine, finale explosive en perspective. Oui, finale explosive, ça va être une revanche du 18 janvier dernier. Le 18 janvier dernier, le Nigeria était déjà face à la Côte d'Ivoire. Le Nigeria a gagné 1-0. Que vous vous souvenez que Tourba était assis dans les stades et puis que les citoyens l'appelaient pour lui descendre pour aller jouer. Donc, cette victoire du Nigeria face à la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont pas du tout apprécié ça parce que c'est ça qui a sonné le début du déluge des Ivoiriens. Effectivement. Pour que après c'était le deuxième match, puis après. Et puis après le troisième match, les 4 buts qu'ils ont reçus. Et donc, du coup, les Ivoiriens seront gonflés à bloc sur le terrain le dimanche prochain. Ils auront leur public derrière eux. Et n'oubliez pas que beaucoup de personnes aujourd'hui soutiennent la Côte d'Ivoire et cette équipe qui est venue de très très loin. Donc ça va se jouer sur les détails. Sur les détails parce qu'au niveau de l'équipe nigérienne, nous avons la meilleure défense de toute façon jusque-là pour la compétition, avec un bon gardien dans une certaine mesure. Nous avons un meneur dans cette équipe, Victor Osimhen, qui est en fait intenable dans une certaine mesure. C'est pas facile de le contrôler. Il ne cherche pas à marquer. Voilà, très altruiste, au service en fait. Voilà, au service de l'équipe. Donc ça se jouera sur ces détails-là. Si les Ivoiriens restent là, chacun à vouloir gagner, à vouloir marquer. À vouloir jouer au héros. Voilà. Au héros de la nation. Voilà, ça va vraiment. Et un seul but marqué dès les premiers instants va sonner la fin. C'est même pas ce qu'on a pu voir dans les demi-finales, quart de finale, ou à la 90e minute, quelqu'un se va mettre un but. Non. Pour cette finale, la première équipe qui va scorer, ça va être la fin pour l'autre équipe. Donc, ça va se jouer sur cette. Le prophète a parlé, hein, donc ça va se faites attention. De toute façon. Ce qui est sûr, jusque-là, je n'ai pas encore eu tort à 100%. C'est vrai, c'est vrai. Donc, moi, je crois que cette finale va être, contrairement à ce qu'on pense, que ça va être assez intéressant. Ça risque d'être fermé peut-être, hein, parce que les deux équipes vont beaucoup s'observer, ne vont pas vouloir... Comme je l'ai dit, c'est une revanche. Les Nigériens vont comprendre qu'il faut faire l'effort de se mettre en position défensive pour empêcher les Ivoiriens de tirer. Parce que quand vous voyez au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des individualités qui veulent tirer de très loin. Vous voyez, quand vous prenez le Nigeria, oui, il y a quelques personnes qui veulent tirer de loin, mais vous allez voir que parfois ils veulent construire leur jeu jusqu'au niveau de la surface de réparation des autres pour pouvoir scorer. Donc, c'est deux équipes qui, sur des détails, jouent à bien des égards. Donc, je pense que ça peut s'annoncer assez intéressant cette finale, mais je pense aussi que ça va être un peu, si on ne sait pas faire, ça va être un match qui ne sera pas pour autant plaisant. Parce que les deux équipes vont refuser de jouer en jouant la contre-attaque, en cherchant à jouer la contre-attaque. Oui, et puis finalement, on peut aller au tir au but. Au tir au but, pourquoi pas. Malheureusement, si on va au tir au but, la Côte d'Ivoire recevra la coupe. Le prophète a parlé. Non, parce que dans ces cas, quand ils seront au tir au but, malheureusement, ils seront face à leur public. C'est ça. Et donc, il y a la deuxième homme qui... la pression sur les joueurs nigériens, en réalité, qui seront assez stressés parce que quand vous êtes dans un stade et que vous écoutez ça vous déstabilise. La quasi-totalité du public du stade est acquise donc, à la cause de l'adversaire. Je le disais il y a quelques jours pour dire que le gardien de l'Afrique du Sud n'était pas un bon gardien, que c'est parce que les Cap-Verdiens ne savaient pas jouer au tir au but. Oui, c'est vrai qu'on a plus ou moins vu ça hier. Et c'est vrai que les joueurs justement nigériens ont très bien tiré leur tir au but. Et là-dessus, il n'a rien pu faire. Voilà, par contre, le héros du match finalement fut le goalkeeper nigérian.
sur cette phase en tout cas. Non, tu en as arrêté deux. J'ai dit, le Nigeria a eu la meilleure défense dans cette CAN jusque-là. Ils ont eu un bon gardien. Quand j'ai vu les Cap-Verdiens tirer mal et qu'on voulait célébrer le gardien sud-africain, j'ai dit mais c'est une erreur. Parce que vous regardez comment les Cap-Verdiens ont tiré, on dirait qu'ils sont fraîchement recrutés pour les centres de formation. Malheureusement, ils ont fait du gardien sud-africain un héros d'un soir. On va revenir sur le sujet puisque Frédéric Espoir-Oumambo sera en plateau tout à l'heure dans l'Actu CAN pour nous en dire davantage par rapport aux 2 rencontres disputées hier dans le cadre justement de cette compétition qui, voilà, petit à petit tire à sa fin ce week-end. Donc, rendez-vous pour la finale dimanche prochain, notamment. La petite finale, c'est le samedi, entre la RDC donc, et l'Afrique du Sud. Vous serez à Abidjan? Mais non. Beaucoup de personnes sont annoncées à Abidjan. À Abidjan, d'accord, non, je n'y serai pas. J'ai cru que la maison vous a pris le billet. À moins qu'il y ait un changement de dernière minute, sait-on jamais. Bon, peut-être que vous aurez le billet d'ici demain soir. Allez, sait-on jamais. Laurent Roland-Tonenkes, nous sommes jeudi 8 février 2024. Fraternité écrit ce matin. Ce jour au Palais de la Marina, un grand oral de Patrice Talon pour éclairer l'opinion publique. Oui, Patrice Talon, une fois encore, qui sera face à la presse pour chercher à convaincre. Parce que nous sommes dans une période où il faut convaincre. Il faut convaincre. J'ai pu lire quelque part que les gens disent que... il y a un thème qu'un journal a écrit là, remettre les pendules à l'heure. Et je me suis demandé quelle pendule on veut mettre à l'heure. Si à un moment donné, les chefs semblent être en difficulté, ils cherchent à convaincre, c'est autre chose. Et Patrice Talon cherche pas... Vous pensez Patrice Talon en difficulté, c'est ça? Semble être en difficulté. Je n'ai pas encore affirmé totalement. Oui, donc je vous pose la question de manière frontale. Oui, là maintenant, actuellement... Parce que pour le coup, c'est de l'inédit quand même de voir Patrice Talon. Regardez la une face à la presse. Regardez le même journal. Fraternité. Ce que dit Lazare Servetor. Lazare Servetor, on va y venir. Donc ça montre clairement que... Je sais que vous avez envie de réagir là-dessus. Donc pour le moment, parlons de Patrice Talon. Patrice Talon semble être en difficulté, donc va chercher à convaincre les Béninois, c'est-à-dire qu'il veut réussir à convaincre d'autres personnes. Le chef de l'État qui sera en conférence de presse finalement. On parle de la presse. Autant national qu'international. Oui, non, c'est comme une conférence de presse. Comme une conférence de presse. Oui, donc il cherchera à chercher des arguments, en tout cas à donner... À s'expliquer peut-être par rapport à certains sujets d'actualité. Voilà. Et puis, je veux bien croire que les journalistes qui seront face à lui oseront lui poser toutes les questions éventuelles, si ça ne va pas être filtré. Parce qu'à de pareilles occasions, il faut laisser les journalistes poser toutes les questions, sans s'énerver dans une certaine mesure. Je ne dis pas que les chefs s'énervent, mais je sais très bien que parfois ces émissions, c'est trop préparé. On sait qu'il y a des sujets sur lesquels on peut parler. Bon, donc ceux qui sont là, en tout cas ceux qui seront facilement convaincus seront convaincus. Ceux qui ne souhaiteraient pas être convaincus ne seront pas convaincus. Le chef va continuer à dérouler son plan, attendant de voir wait and see, comme on le dit en anglais. Il va exposer. Il va se présenter. Chef d'État qui parlera très certainement de ce sujet donc concernant la révision de la. Non, il va évoquer. Le code électoral. Les mises à la retraite d'office, c'est autant de sujets qui agitent. Non, quand le chef rencontre les partis politiques, il discute avec les partis politiques, d'accord, et que au niveau des partis politiques, déjà il y a des oppositions par rapport à sa volonté dans une certaine mesure. Quand je prends par exemple que je constate que, par exemple, que le parti Les Démocrates n'était pas à la rencontre initiée par les démocrates, le parti FCB n'était pas là. Mais que Paul Roumpé a été reçu par lui, mais qu'au sorti de cette Paul Roumpé a clairement dit que lui était contre la révision de la Constitution. Donc, autant de choses. Donc, le chef va vouloir maintenant parler à son peuple pour dire, voilà ce pourquoi je veux ci, je veux ça. Voilà. Peut-être pour rassurer, justement, les plus sceptiques comme vous, Laurent Roland-Tonenkes, par rapport à sa volonté de quitter le pouvoir en 2026. Est-ce que je suis sceptique En fait, il y a des précédents. Il y a des précédents. Vous êtes sceptique. Et Ahmed, il y a des précédents qui font que on ne peut plus continuer à faire confiance à, en tout cas, un être humain comme nous. De toute façon, en politique, je pense que la confiance, c'est ce qu'on observe de moins. Enfin, de moins. Et puis, n'oubliez pas ce que l'autre a dit. Les promesses
électoral, je dirais les points des autres hommes politiques n'engagent que ceux qui y croient. C'est ça. Donc moi, j'attends 2026 pour célébrer Patrice Talon. Encore que je l'ai dit, je ne suis pas son adversaire politique, on n'a pas d'intérêt commun. Il fait son jeu. Donc celui qui a intérêt commun avec lui, c'est Boniaï peut-être, et avec qui ils vont se chamailler là-bas. Mais nous sommes là pour observer, pour opiner dans une certaine mesure. Donc oui, c'est à lui de nous rassurer en 2026 parce qu'on a vu des gens qui ont dit mieux que lui et qui aujourd'hui n'ont pas envie de partir. Le chef de l'État qui opinera très certainement aussi par rapport à la situation entre la CEDEAO et les États de l'AES, puis la situation au Sénégal. Vous pensez qu'il va se prononcer là-dessus? Enfin, la presse, forcément, l'interrogera là-dessus. Et on parle donc, à moins qu'il n'y ait changement de dernière minute, je pense que c'est un quotidien qui en parle ce matin. Voilà les 4 vérités. Le chef de l'État abordera l'actualité nationale et régionale. On ne peut pas aborder l'actualité régionale sans parler justement de ces deux situations. On peut l'aborder sans donner une position claire. Ben oui, mais en tout cas, il opinera là-dessus. Voilà, à sa manière. Attendons de voir. Laurent Roland-Anthony, vous avez évoqué justement le nom de l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, ce matin. Un quotidien écrit, je vais retrouver le titre peut-être un peu plus tard. Talon Yahi, révision de la Constitution, dernier round avant 2026. Oui, c'est le dernier passage, en tout cas le dernier round, comme le dit le journal, entre les deux personnalités. Boniaï, clairement, qui est contre la révision de la Constitution. Patrice Talon, qui est véritablement, certainement engagé. Qui l'a dit quand il recevait les partis politiques, qui ne demande pas une révision de la Constitution. Pour s'éterniser au pouvoir. Il ne demande pas une révision de la Constitution, tout court, quand il a reçu Hassan Seydoux. Mais après, il y a quelque chose qui a été complété pour s'éterniser au pouvoir. Du bloc républicain. Il a dit clairement qu'il ne demande pas une révision de la Constitution. Il demande une révision du code électoral. Mais qu'après, si les députés s'entendent pour réviser la Constitution, eh bien, il avisera. Je vous ai déjà dit que le chef de l'État est dans un jeu. En réalité, il ne le dit pas ouvertement. La preuve, quand il a fini de dire ça, vous mettez en doute les propos d'un chef d'État, Laurent. Mais écoutez, il est un être humain. Pourquoi on ne peut pas douter de sa parole? Il est un être humain comme nous autres. Il n'est pas un dieu quand même. Et donc, moi, je pense que dans cette mesure, quand le chef dit des choses et qu'on a une lecture à faire, on peut faire la lecture pour dire. Et donc, je pense que dans ce cas, le chef ne veut pas dire ouvertement qu'il a... D'ailleurs même... Qu'il ne dit pas toute la vérité. Non, mais le chef n'a pas tout le temps, en tout cas, à bien des égards, il n'a pas assumé certaines choses. Il a toujours dit, c'est pas moi, c'est les députés. Et une fois encore, il est en train de dire, c'est les députés. Sachant très bien qu'une certaine révision pourrait lui être profitable dans une certaine mesure. Quoique, on parle justement de raccourcir son mandat, Laurent Roland-Anthony, au travers de cette révision, un mandat qui sera... le problème puisque la présidentielle aura lieu avant les législatives et communales. On raccourcit son mandat, d'accord? Vous allez célébrer ça, vous serez content de ce qu'on a raccourci. Le mandat on dira content. Mais il y a des dispositions. 45 jours et que maintenant on lui retire 2 mois. Voilà. Maintenant, on vous donne ça, vous allez vous régaler, mais on vous met d'autres choses encore pour vous coincer dans une certaine mesure. Donc, moi, je ne suis pas dans ce jeu-là où on dit on veut raccourcir le mandat. Laurent, ils vont mettre d'autres dispositions pour permettre à Patrice Talon de contrôler. Le sceptico-sceptique. Non, je crois bien. Allez, oui, on va poursuivre, Laurent Roland-Anthony. Le programme est un peu chargé ce matin. Oui, allez-y. On n'a pas beaucoup de temps. Retour à la une du quotidien. En fait, j'ai comme l'impression que cette affaire de raccourcir le mandat du chef de l'État, c'est qu'on est en train de lancer un os au chien, et le chien est en train de croquer ça, et puis après on passe derrière pour rentrer dans la maison. Sceptico-sceptique. Lazare Serrouton au sujet de la révision de la Constitution. Le vrai pays se préoccupe d'autre chose, selon l'ancien ministre. Oui, vous savez, j'ai déjà dit que le chef semble être en difficulté. Je sais que son ami d'hier, aujourd'hui, en griffe adversaire politique dont il ne veut pas assumer dans une certaine mesure la candidature, contrôle un certain nombre de députés. Malheureusement, et ces députés ne cachent pas parfois leurs impressions en s'affirmant haut et fort et en donnant leur position dans une certaine mesure. Et parmi ces députés, on peut citer un certain Lazare Serrouton. Et n'oubliez pas, et puis je ne vous apprends rien en disant que oui, un Victor Topano aussi est sur la même lancée. Je ne vais pas citer les noms. Le temps viendra, je citerai tous les noms. On se connaît, vous savez très bien. Donc,
aujourd'hui, beaucoup parmi eux sont de nouveaux alliés pour le futur probable président de la République, si les Béninois acceptent. Et donc, eux n'ont plus peur de s'affirmer, de se prononcer. Et c'est pour ça que, même si, dans une certaine mesure, on craint pour cette révision de la Constitution qui pourrait être faite pour arranger pour les intérêts de Patrice Talon, il faut aussi peut-être se réjouir de ce que dans le rang de la majorité présidentielle, il y a quelques grincements dedans, il y a des personnes qui s'opposent à ce que des choses soient faites pour arranger Patrice Talon dans une certaine mesure. Et d'ailleurs, c'est ce qui irrite davantage le chef. Et le chef va toujours chercher par tous les moyens. D'ailleurs, il a déjà trouvé la panacée. Hein. Les ministres conseillers, 12 ministres conseillers, et puis l'article 3, je crois, ou 2 du décret dit que d'autres ministres conseillers peuvent être nommés comment vous appelez, au besoin. Et donc, 12 ministres conseillers, je suppose qu'on va prendre dans chaque ministre conseiller, parce que les ministres conseillers s'occupent de chaque secteur, notamment comme les ministres, les autres ministres. Oui. Et donc, on aura certainement un ministre par département pour les 12 départements, et puis après, au besoin, on nommera d'autres ministres conseillers, certainement pour les villes à statut particulier. Je prends Porte-Nouveau, je prends Cotonou, Parakou-Calavi pour les 4 villes à statut particulier. Il se peut qu'on nomme encore au moins un ministre conseiller par ce département. Ça va faire 4 plus les 12, ça va faire 16. Alors pendant qu'on me disait qu'on voulait serrer les choses en nommant moins de ministres. Donc, bref. Ce qui rejoindrait justement la fameuse politique des grands électeurs. Voilà, oui. Donc, non, en fait, les ministres conseillers, pour moi, seront en griffe comme des chiens d'attaque qui seront sur le terrain. Vous osez attaquer le chef, ils seront sur le terrain pour répondre, pour faire la propagande dans une certaine mesure. Le chef de l'État, en tout cas, réagira aussi par rapport à ce fait d'actualité ce matin. Les autres autour du chef, la plupart sont des technocrates. La preuve, pour les différentes élections, dans leur circonscription électorale, ils ont échoué. Ils ont échoué. Et donc, on a compris que ces gens ne sont pas des politiques bontins, ils ne peuvent pas mobiliser. Donc, ils seront techniquement là pour faire le travail. On va envoyer les autres sur le terrain qui seront des agents de mobilisation pour haranguer la foule et pour faire la propagande dans une certaine mesure, histoire de sauver ou de protéger et préserver les intérêts du chef pour 2026. Selon vous, Laurent Roland, évidemment. Allez, avec les 4 vérités, on lit ce matin, sécurité routière au Bénin, la police annonce une lutte implacable contre les infractions de la route dès mars 2024. On parle de moto immatriculée, de port du casque et autres. Oui, le port du casque, je crois que ici, nous sommes assez têtus. Je le dis. Non-respect de la moi-même y compris. Piste cyclable, voilà, tout ça. Moi-même y compris, et vous-même. Mais non. Moi, je mets tout le temps mon casque quand je suis à Non. Plus sérieusement, moi-même y compris, parce que, en fait, normalement, quand vous prenez même un ZIM, vous devez mettre votre casque. Voilà, ça c'est Vous allez à Lomé aujourd'hui, vous traversez la frontière, vous prenez un ZIM. Si vous ne mettez pas votre casque, le ZIM vous oblige à avoir un casque. En tout cas, il a un sac casque secondaire, il vous donne ça. Et donc, c'est obligatoire aujourd'hui à Lomé. Il s'agit, au-delà de tout, il s'agit justement de la sécurité voilà, des uns des autres. À ce niveau, je suis d'accord, il faut réprimer. Moi-même, y compris, si je tombe dedans, sanctionner, je vais payer. Dès lors que c'est une réglementation en vigueur au Bénin, nous devons respecter ça. Et quand je parle d'immatriculation, c'est aussi là une autre bêtise, moi-même y compris. Vous imaginez que ça fait plus d'1 an que j'ai immatriculé ma moto. Je suis allé sur la plateforme. Vous avez raconté cette histoire. J'ai vu que ma plaque est déjà prête. D'accord. Donc, sur la plaque, je connais le numéro d'immatriculation de ma moto. Ben, allez l'écrire sur la moto directement. Je ne suis jamais allé retirer la plaque. Jusqu'à l'heure où je vous parle. Je crois que ça, c'est une bêtise. C'est une bêtise, c'est un mauvais comportement. Et quand je parle, moi j'assume, je dis, je l'ai fait, je le dis, je ne cache pas ce que je fais de mauvais, de bon. Donc pour vous dire quoi, il y a des milliers de Béninois qui sont dans ce cas, qui sont à Cotonou tous les jours. Pratiquement cette semaine, je suis allé à Cotonou au moins 3 ou 4 fois. Mais je n'ai pas eu le temps d'aller à la DTT pour aller prendre ma plaque. Bon, c'est vrai que je ne conduis plus la moto pour autant comme ça, c'est derrière la maison, je fais juste quelques courses dans le quartier. Mais au fond, c'est une moto qui est encore en forme parce que j'ai conduit peut-être après 6 mois ou 1 an, j'ai garé, ça c'est la maison. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de Béninois qui sont dans ce cas. Et parfois, quand je vais aller à Cotonou, j'ai envie de prendre cette moto, mais je me rappelle que je n'ai pas de plaque et je gare, je dois payer le ZIM. Donc, je pense que les citoyens doivent pouvoir se prendre au sérieux, y compris moi-même, j'insiste là-dessus. Casque,
immatriculation, respect du code de la route. C'est très important. Il faut que les citoyens respectent ça. Si les citoyens ne respectent pas ça, les policiers n'ont qu'à réprimer. Je le dis, je suis là-dessus. Moi, je dis, si quelqu'un m'arrête, un policier m'arrête sur la voie, là, appliquez-moi même la dernière rigueur, parce que je suis journaliste, je le dis fort, il m'arrive de critiquer. Donc, si je ne fais pas bien... Non, il ne vous arrive pas de critiquer, vous critiquez. Vous êtes un critique, vous passez votre temps à critiquer. Non, pardon, Ahmed n'arrive pas, soyez honnête. Non, mais c'est vrai. J'apprécie quand même. Non, mais quand on parle de critique, elle peut être positive comme elle peut être négative. Bon, ok, d'accord. Voilà, on se comprend enfin. Oui, non, parce que vous ne mettez pas tout dans le négatif. Donc, pour dire quoi, punissez-le. Les Béninois doivent prendre comme il le faut. Et à partir de mars, je suis d'accord. Si quelqu'un pense qu'il n'a pas son casque, arrêtez la personne. Ne sanctionnez pas le ZEM, sanctionnez le citoyen là. Il faut trouver des dispositions pour mettre des contraventions. Non, je pense qu'on sanctionne, il faut sanctionner à la fois le ZEM et non, le ZEM client, parfois. Le client, parce que le ZEM est censé, s'il veut respecter justement le code de la route, donc on va sanctionner les deux. Vous êtes d'accord? Sanctionner les deux. Ok, d'accord. Donc on sanctionne. Avoir un casque juste au cas où justement le client qu'il remorque n'en a pas. Alors, donc, sanctionnez le ZIM et sanctionnez le client aussi. Donc, si vous voyez Laurent Anthony qui est sur un ZIM sans casque, sanctionnez-le aussi. Il faut qu'on trouve des tests pour sanctionner. Je pense qu'il faut trouver des tests pour sanctionner les clients. Il faut mettre dans les institutions que le client qui ne porte pas aussi va payer une contravention. On prend sa pièce d'identité ou bien son numéro personnel d'identification. On lui colle une contravention de 5 000 francs peut-être, alors qu'il doit payer. S'il ne paye pas, il sait qu'il doit à tout moment. On le guette à tout moment. Je crois que quand on va commencer à faire ça, nous allons nous ranger. C'est très important. Ça peut choquer les gens parce que quand on dit des trucs comme ça, les gens sont choqués. On vous dira que oui, les gens ont faim. On dira peut-être que le problème du peuple est ailleurs. Oui, non. Quand je dis la vérité, moi j'ai été clair, je suis dedans et je dis, je suis formé là-dessus. Quand vous tombez, vous allez au CNH aux urgences là. Quand vous n'avez pas quelqu'un pour répondre automatiquement, votre photo circule sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que vous connaissez tant il a fait accident à Glo, il a fait accident à Guémé et il est actuellement à l'hôpital. Qui connaît ses parents? Et après, vous n'avez personne, vous mourrez. Il s'agit comme un chien. De notre sécurité. C'est ça. Laurent Roland Anthony, quelles sont pas sécurité là encore, peut-être pour finir, des personnes et des biens. 7 commissariats bientôt construits dans des communes frontalières, écrit l'événement du jour. Oui, je crois qu'au niveau de nos frontières, il y a beaucoup de problèmes d'insécurité, notamment quand on prend les communes au niveau du côté de l'est du Bénin avec le Nigeria. Il y a des commissariats où il y a des problèmes d'insécurité. Donc, les commissariats. Il y a des zones où il y a des problèmes d'insécurité. Oui, donc quand on prend ces zones, les policiers s'échinent à travailler. D'ailleurs, ne sont pas de bons locaux dans lesquels ils peuvent travailler. Pas de matériel adéquat pour autant. Donc, c'est tant de choses qu'il faut régler. Quand vous allez du côté du long de la frontière avec le Nigeria, quand vous allez du côté de la partie septentrionale également, vous allez voir qu'il y a aussi ces problèmes qu'il faut régler. Donc, implanter, construire des commissariats. Je pense que même 7, c'est peu. Parce que quand on fait la somme des commissariats, aujourd'hui, il en faudrait plus. Il en faudrait plus. Quand vous-même, en plein cœur de Kavi-Cotonou, vous allez dans des commissariats, vous vous posez la question de savoir, mais attendez, comment est-ce qu'on peut laisser les gens travailler dans de telles conditions? Donc, au-delà des 7, déjà, il faut féliciter le gouvernement pour les 7 qui seront construits, parce que c'est ce qu'on a toujours souhaité. Merci. Donc, mieux vaut tard que jamais. Un début, c'est un bon début. C'est un bon début. Il faut souhaiter que... les emprunts obligataires que vous avez fait, 750 millions là, il faut aller... Je ne vous ai pas interrogé sur le sujet, Laurent Roland Anthony. Merci à vous.